J'ai quelques petites choses que je voudrais quand même dire pour ajouter. C'est vrai que moi aussi, j'ai connu Françoise Collin grâce au Cahier du Griffe. Je suis revenue en France des États-Unis où j'avais déjà une petite carrière féministe. En 73, j'étais d'abord à Histoire d'elle, puis à Sorcière. Et puis j'ai intégré les Cahiers du Griffe, le deuxième mouture des Cahiers du Griffe. Et tout de suite, Françoise Collin, pour moi, ça a été quelqu'un avec qui je me sentais très bien. Il y avait là à la fois une écoute, une pensée, une ouverture dans le féminisme qui me convenait parfaitement. J'ai une gratitude envers elle à cause de ça. Et j'ai beaucoup travaillé. On a travaillé ensemble au Cahier du Griffe et après. Et dans tout le travail que j'ai fait après, chaque fois que j'avais appel à elle pour quelque chose ou qu'on se voyait, c'était comme un rafraîchissement de ma pensée. J'ai pris un de ses textes, le texte sur Derrida, pour l'anthologie que j'ai faite pour l'Inde, pour introduire aux féministes indiennes un peu une pensée française qui ne transitait pas par Lucy Irigaray, Kristeva et Sixous, comme si c'était les seules représentantes de la pensée féministe française, vue d'ailleurs par les Américaines. J'ai fait avec quelques autres un nouveau choix de textes français, et bien sûr, Françoise avait toute sa place. Elle m'a aussi permis de connaître la Belgique, parce que je suis allée à des tas de réunions des Cahiers du Griffe là-bas, et ça a été une grande joie. Et puis, enfin bon, une introduction à quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui continue à beaucoup me plaire. Bon. Et puis en 2001, c'est Auristel qui me l'avait rappelé, j'avais fait avec Florence Rochefort un entretien avec Françoise Collin pour Clio. Et je l'ai ressorti, cet entretien, parce que je crois que là, je rejoins ce qu'ont dit les personnes qui ont parlé avant moi, un tout petit peu une constante dans le travail de Françoise. Je lui ai posé une question. Peux-tu préciser la distinction que tu fais entre théorie et pensée? Et elle répond, la théorie constitue un cadre fixe auquel se tenir pour évaluer les questions nouvelles. Elle n'est pas liée au moment de l'interrogation, mais de l'affirmation. Elle séduit, la théorie, par sa clarté rassurante. Voilà la vérité, mais elle risque toujours de tourner à l'idéologie. La pensée interroge, suit son chemin et ses chemins de traverse qui ne mènent nulle part, pour reprendre l'expression d'Heidegger, mais qui ouvrent des clairières. La pensée retient la question dans son affirmation même. Elle prétend éclairer, mais non déterminer la décision. Elle nourrit et fracture tout à la fois la théorie. Je crois que ça, c'est essentiel si on veut comprendre Françoise Collin. Et c'est essentiel dans ce qui m'a tellement attirée à elle. J'ai toujours pensé, je le dis dans cet entretien, je lui relance ça à la figure, qu'elle était une intellectuelle de la liberté. Et ça, c'était pour le féminisme, ça l'est encore pour moi, une définition pour les femmes et pour la société, ça l'était pour elle. Mais elle ne se cantonnait pas dans une seule position dogmatique. Elle était le contraire de ça. Et ça, je crois que ça lui permettait cette ouverture envers la pensée. Ce que tu disais sur cette pensée à haute voix, cette façon dont elle avait besoin des autres pour penser et pour élaborer sa pensée avec une aisance, avec une élégance, même quand elle se reprenait, qui était aussi pour moi un délice total. Et
Et aussi son humour, comme Pénélope l'a dit, bien sûr. Cet humour, parfois méchant même, mais jamais très méchant. Jamais très méchant. Donc, j'ai beaucoup de gratitude envers elle pour ça. Et je vais tout simplement dire encore une chose que je trouve très important, parce que j'essayais dans mes questions de la pousser un peu, hein, de voir comment elle pouvait répondre à ça. Et je lui dis, ce qui est frappant dans tes textes, en particulier dans ton livre « Je partirai d'un mot », le champ symbolique, c'est ta pudeur, ta retenue. Plus qu'une convention ou une habitude de l'enfance, cela me semble faire partie de la démarche de ta pensée. Les zones non dites permettent à ce qui est dit d'avoir une force toute particulière. Et elle répond, la pensée formulée émerge toujours d'un fond de non-dit. La pensée pensée est comme l'écume d'une pensée pensante qui n'a pas trouvé ses mots. La pensée pensante qui n'a pas trouvé ses mots. C'est pourquoi il faut toujours recommencer à dire, à redire. On n'en a jamais fini. Achever un texte, un livre, c'est accepter de renoncer à tout ce qu'il fallait dire et dont une faible partie a émergé. Il me semble d'ailleurs qu'il y a souvent chez une femme ou dans une œuvre de femme plus que ce qu'elle énonce ou formule, qu'il y a un au-delà, un reste par rapport à son énoncé, alors qu'un homme joue son va-tout dans son énoncé, s'y épuise en quelque sorte. C'est une image très sexuelle, hein, c'est très drôle. S'y épuise en quelque sorte, épuise sa subjectivité dans l'objectivation. Aussi pour moi, commencer à écrire est toujours heureux, mais finir, accepter de n'avoir réussi à dire que ce peu est toujours difficile. La fin, qui devrait être un soulagement et même une satisfaction, m'apparaît toujours, surtout dans ce qu'elle a manqué. Aussi rencontrer une lectrice, un lecteur qui a lu dans le texte ce qui y est, sans être explicité, est un bonheur. Après, on a parlé du hasard objectif, et je lui ai dit que elle a aimé elle aime cette notion du hasard objectif, et je dis que c'est son côté surréaliste. Elle a accepté ça aussi. Et voilà. À un moment, je crois que c'était peut-être en 2003 ou 2004, je dirigeais un institut de recherche avancée à Paris et je l'ai invitée à avoir un bureau à Montparnasse parce qu'un jour elle m'avait dit qu'elle regrettait beaucoup la rive gauche, qu'elle avait été heureuse près de la Sorbonne. On n'était pas très loin de la Sorbonne, on était derrière le Luxembourg, et donc j'ai fait passer ça, c'était pas très difficile, devant les comités à l'Université Columbia pour qu'elle ait son bureau à Paris. Et elle n'avait pas d'obligation du tout. Mais finalement, elle est venue très peu. Et je comprenais qu'elle avait d'autres centres et d'autres choses à faire et qu'elle était contente, mais que ce n'était pas là qu'elle allait pouvoir se poser pour écrire. Mais c'était quand même un joli échange de procédés. Et je crois que j'essayais de lui donner un peu quelque chose quand elle nous avait donné tant.